Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal Ibrahima Traoré. C'est 13 heures dimanche, à la une de cette édition de la mi-journée, la dernière de 2023. Passage à la nouvelle année dans quelques heures. Forces de sécurité et structures techniques mobilisées pour permettre aux citoyens de fêter en toute quiétude. Des dispositions sont prises pour intensifier le contrôle et la sensibilisation des populations. Aridjo Matina nous en dira plus dès le début de ce journal. Le Premier ministre est à Niamey, au Niger, pour une visite de travail dans le cadre des activités de l'AES, Alliance des États du Sahel. En compagnie de son homologue burkinabé, Shogel Kokalamaïga s'est entretenu hier avec le président nigérien. Nous l'entendrons dans cette édition. À suivre le point complet de toute l'actualité internationale et puis le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Dans l'actualité sportive, nous parlerons du premier classico de la saison. Il s'agit bien sûr du classico malien entre le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC, un duel remporté par les Blancs de Bamako, 1-0. Nous parlerons également de Mamadou Doumbia, l'attaquant international cadet malien, d'Eric Bailly, le défenseur ivoirien et bien sûr de Cristiano Ronaldo, l'attaquant emblématique portugais qui a terminé meilleur buteur de la saison 2023. L'actualité des sports, rendez-vous en fin de journal, à ne pas manquer avec Famourou Djourté. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite les détails. Dernier jour de l'an, ça bouge un peu partout dans la capitale malienne et sur les routes nationales. Une journée très mouvementée qui mobilise depuis quelques jours déjà forces de sécurité et certaines structures techniques pour permettre aux citoyens de passer le réveillon en toute quiétude. Des actions et dispositions sont prises justement dans ce sens. Voyons tout cela avec Aridjo Matina. 31 décembre, réveillon du nouvel an ou fête de fin d'année, suscite énormément d'engouement, surtout chez les jeunes. Et pour permettre aux populations de passer dans les meilleures conditions la fête, les forces de sécurité, en l'occurrence la protection civile et la police nationale, qui ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, ont ainsi pris d'importantes dispositions conformément aux instructions de la hiérarchie. Commissaire général brigade de police, Souleymane Traoré, directeur général de la police nationale. Nous avons renforcé et intensifié les patrouilles partout dans le district de Bamako et dans les banlieues proches, aussi bien que dans les capitales régionales à travers le pays. Les patrouilles en véhicule, les patrouilles à moto, les patrouilles à pied. Les effectifs ont été renforcés. Nous avons également mis en place des dispositifs robustes de sécurité au niveau des lieux d'attraction, des loisirs. Dans le même temps, se poursuivent nos opérations de descente de police dans les nids criminogènes à travers la capitale. Général de brigade Boukari Kodjo, directeur général de la protection civile. Nous avons aussi instruit aux unités, effectivement, de mettre en place un dispositif sur toutes les grandes artères, au niveau de tous les centres qui nécessitent, n'est-ce pas, un grand rassemblement. Nous avons effectivement aussi instruit à toutes nos unités d'être en alerte permanente. Ça veut dire que dans toutes les casernes, en dehors, n'est-ce pas, des dispositions habituelles, certainement il y aura un renforcement des capacités en termes d'effectifs. Tout comme les forces de sécurité, l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, est aussi à pied d'œuvre, d'autant plus que les fêtes de fin d'année sont des périodes de grande mobilité. Ousmane Maïga, directeur général de l'ANASER. Ce que nous allons faire, nous allons passer la main donc aux ministres, notamment les ministres du transport et des infrastructures, les ministres de la sécurité et de la protection civile, le ministre de la Santé et du Développement social et le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique et de l'Instruction citoyenne qui vont se déployer ici à Bamako dans les différents carrefours pour sensibiliser les usagers de la route. Au niveau des structures sanitaires, notamment au CHU Gabriel Touré, des mesures sont prises pour faire face à d'éventuels cas d'accident, surtout dans la nuit du 31 décembre. Professeur Abdul Hamidou Almemoun, chef des services de la régulation des urgences au CHU Gabriel Touré. On a pris en concert avec la direction beaucoup de dispositions. Parmi ces dispositions, il y a la mobilisation des équipes multidisciplinaires, c'est-à-dire que la chirurgie générale, la traumatologie, la neurochirurgie, l'ORL, qui sont des services qui viennent nous aider pour la prise en charge des malades blessés au service d'accueil des urgences.
Il revient ainsi aux populations, surtout aux jeunes, d'observer les principes et codes afin de passer le réveillon du nouvel an dans les conditions idoines. Nous irons ou partons à présent à Niamey où se trouve le Premier ministre. En compagnie de son homologue burkinabé, ils se sont entretenus hier avec le général Abdourahmane Tchani, président du CNSP, chef de l'État nigérien. Au centre des échanges, le renforcement de la coopération entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, notamment dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Écoutons le Premier ministre Choguel Kokala Maïga à sa sortie d'audience. Nous avons échangé avec le président de la transition sur l'ensemble des grandes préoccupations des États membres de l'AES, de l'Afrique et du monde d'une façon générale. Nous nous sommes concentrés essentiellement sur les préoccupations des peuples des États du Sahel. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord la détermination sans faille de l'engagement historique de nos trois chefs d'État, engagement sous-tendu par la volonté inébranlable de nos peuples pour reconstruire notre espace afin qu'il devienne un espace de prospérité et non d'insécurité, pour citer le président Tchani. Pour aboutir à cela, le président, pendant les échanges, a convenu avec nous d'un certain nombre de messages apportés auprès de nos différents chefs d'État et peuples. C'est que l'Alliance des États du Sahel est très avancée en matière de collaboration sur les questions de défense et de sécurité. Mais nos peuples doivent gagner la paix. Pour gagner la paix, nous avons besoin d'une intégration totale et complète dans tous les secteurs de développement économique et social. Pour que les multiples richesses de notre espace, qui a près de 80 millions d'habitants, près de 2,8 millions de kilomètres carrés, et d'innombrables ressources minières non exploitées, pour que tout cela puisse être conjugué à cette volonté inébranlable des dirigeants et des peuples pour obtenir un large développement économique et social accéléré. Et enfin, pour que l'ensemble des populations de l'espace du Sahel puissent travailler dignement, se prendre en charge et donner de l'emploi à l'ensemble des citoyens. Tout cela finit par un engagement sur la fidélité inébranlable de nos dirigeants, de nos peuples, pour que cette mission soit effectivement une réussite. En marge de leur visite de travail à Niamey, le Premier ministre malien et burkinabé ont rencontré la communauté des deux pays résidant au Niger. Maliens et burkinabés demandent aux autorités le renforcement de l'Alliance des États du Sahel, la monnaie de l'AES et le renforcement de la coopération avec la Russie. Les deux chefs de gouvernement sont, eux, revenus sur les efforts de leurs gouvernements respectifs, les défis et les opportunités liées à la réalisation de cette alliance. Les précisions avec Al-Husseini Touré. Accueillis par le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine, les deux chefs de gouvernement ont été agréablement surpris par la foule massée au niveau du rond-point dit de l'escadrille pour applaudir les hôtes du Niger. Les deux chefs de gouvernement ont ensuite rencontré les ressortissants maliens et burkinabés. Tous félicitent nos dirigeants pour l'initiative de création de l'Alliance des États du Sahel. Une alliance qu'ils souhaitent voir renforcée pour une plus grande intégration de nos États. Votre visite, Ali Mahaman Lamine Zeine, Premier ministre du Niger, restera historique pour les peuples frères du Niger, du Mali et du Burkina Faso, qui sont plus que jamais convaincus que sous la clairvoyance direction de leur leadership, ces difficultés seront vaincues. Les deux chefs de gouvernement ont rassuré de leur volonté d'aller ensemble vers la réalisation de la volonté de nos populations. Ils ont évoqué les efforts entrepris de part et d'autre. Ce sont les épreuves qui solidifient les relations. Apollinaire Keliem de Tambela, Premier ministre du Burkina Faso. Entre individus et entre nations. Ces épreuves sont arrivées. Nous avons perdu beaucoup d'hommes. Il y a eu beaucoup de tristesse. Mais ces épreuves aussi ont montré à nous, ont révélé ce que nous avons de commun. Et ces épreuves ont fait germer des hommes de valeur. Nous avons donc des présidents, Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, qui se sont donné la main. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est un soutien inconditionnel à toute épreuve, pour que même s'il leur arrive par circonstances historiques d'hésiter,
la force du peuple va les pousser à aller de l'avant, au-delà des limites prévues. Aujourd'hui, la claire conscience que ces hommes ont, qui sont tous des hommes qui ont fait le terrain ou ont commandé sur le terrain, c'est que sans l'affirmation totale de la souveraineté de nos États, l'affirmation de leur indépendance totale vis-à-vis de certains donneurs de leçons, nos peuples ne pourront pas aller de l'avant. Aussi ont-ils mis l'accent sur la création d'une monnaie unique des États du Sahel et un renforcement de la coopération stratégique avec la Russie. Voyons le reste de l'actualité sur le continent à présent. D'abord au Burkina Faso, l'Assemblée législative de transition a adopté le projet de modification de la Constitution avec 64 voix sur les 70 votants. Désormais, les langues nationales deviennent les langues officielles, puis la Haute Cour de justice, le médiateur du Faso et le Conseil économique et social sont supprimés. On en parle avec vous, Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, ce document sera transmis au Conseil constitutionnel pour vérification et si validé, il devrait ensuite arriver sur la table du président de la transition pour sa promulgation. Selon le nouveau texte, les langues nationales deviennent des langues officielles. Elles sont aussi des langues de travail dans l'administration publique, la justice, l'éducation et certains secteurs socio-économiques, selon le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le français et l'anglais restent des langues de travail. Sur le plan judiciaire, les procureurs seront désormais désignés par le Conseil supérieur de la magistrature sur proposition du ministre de la Justice. Le Conseil accueillera des personnalités qui ne sont pas des magistrats. En revanche, les personnes siégeant dans l'organe dirigeant d'une organisation syndicale ou associative de magistrats n'en feront plus partie. De même pour celles qui militent dans l'organe dirigeant d'un parti ou d'une formation politique. Le garde des Sceaux répond aux critiques en affirmant que l'objectif n'est pas de porter atteinte à l'indépendance de la justice. La Haute Cour de justice, qui devait juger les membres du gouvernement, est supprimée. C'est la chambre criminelle de la Cour d'appel qui se saisira désormais de ces dossiers. Dans cette modification de la Constitution, un Conseil national des communautés regroupant les responsables coutumiers, religieux et les communautés remplace le médiateur du Faso et le Conseil économique et social. Le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Keliem de Tambela, faut-il le rappeler, s'est exprimé le 30 mai dernier devant l'Assemblée législative de transition, un discours très marqué par la question sécuritaire et le besoin d'une nouvelle constitution, l'on se souvient. Pour le chef du gouvernement du Faso, la refondation de la société burkinabé commence par doter le pays d'une constitution qui soit le reflet des aspirations de la population. Nul ne peut réellement s'émanciper à partir des valeurs et des références d'autrui. Le mimétisme constitutionnel a pour corollaire non seulement le déficit démocratique, mais aussi le mimétisme de gouvernance qui entraîne un dysfonctionnement entre le peuple et son administration. Le tout constituant selon lui un incubateur de troubles sociaux. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko. Joyeuse fête. Merci. Et j'espère que ce 31 décembre te portera plus de bonheur. On le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Je me tourne vers Mohamed Sangaré. À présent, bonjour Mohamed Sangaré. Et bonjour Ibrahima Traoré. Vous suivez pour 13h dimanche la présidentielle au Sénégal. La validité ou non de la candidature d'Ousmane Sonko reste encore en suspens. Hier, le mandataire de l'opposant et candidat à la présidentielle de février 2024 n'a pas pu assister aux opérations de contrôle du dossier. Alors, question, dans la course pour la tête de la magistrature suprême sénégalaise, des candidatures sont toujours incertaines pour la présidentielle? Oui, tout à fait. Pour les élections présidentielles du 25 février 2024 au Sénégal, 93 candidats ont officiellement déposé leur dossier au Conseil constitutionnel dans l'attente de leur validation à l'issue d'une opération de contrôle, notamment du parrainage. Mais déjà à Dakar, on épilogue sur la possibilité d'écarter certains candidats et pas des moindres. Outre le cas Ousmane Sonko, l'un des leaders de l'opposition, d'autres candidatures sont à surveiller. Il est le premier dont la candidature fait débat. Ousmane Sonko, en prison et radié sur les listes électorales, est pourtant dans la course. La volonté affichée par le farouche opposant de briguer le mandat présidentiel s'est heurtée jusqu'ici à de nombreux obstacles. Sa réintégration sur le fichier électoral
est toujours suspendu. Malgré une décision de la justice sénégalaise, Ousmane Sonko a pourtant déposé son dossier et selon les sources, le dossier contient aussi les parrainages. 13 députés représentant 8% de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale ont signé les documents. Mais le débat s'est installé sur la validité de ces parrainages qui ne figurent pas sur la liste, sur la fiche officielle délivrée par la Direction générale des élections. Selon le calendrier établi, le dossier du leader du parti PASTEF ne sera ouvert que vendredi 5 janvier au plus tôt. Il ne sera pas le seul puisque Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, exilé au Qatar, devra également prouver sa nationalité sénégalaise exclusive alors qu'on lui prête une double nationalité franco-sénégalaise de par sa mère. Dans son cas, on persiste à dire qu'il est exclusivement sénégalais. Khalifa Sall, un autre opposant et ancien maire de Dakar, fait aussi l'objet de toutes les attentions après sa condamnation en mars 2018 à 5 ans de prison et au paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA pour détournement des deniers publics. Ses proches annoncent qu'il s'est acquitté après avoir été gracié de cette obligation, motif de rejet d'une candidature selon le code électoral sénégalais. Il demeure que seul le Conseil constitutionnel pourra dire qui parmi les 93 candidats déclarés sera dans la liste des candidats officiels. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangari. Bonne année à toi également. Merci beaucoup, à vous également. Merci. Au Soudan, le programme alimentaire mondial condamne le pillage de son site de stockage de Wad Madani. C'est à 200 km au sud de Khartoum, un entrepôt d'aide humanitaire actif attaqué par les forces de soutien rapide qui combattent l'armée nationale soudanaise. Alors, Lassine Keita, le PAM n'a pas tardé à dénoncer ce pillage en masse, n'est-ce pas? C'est une vive condamnation du programme alimentaire mondial contre le pillage de son site de stockage de Wad Madani à 200 km au sud de Khartoum via un communiqué rendu public. C'est l'une des réserves d'aide alimentaire destinées à 300 000 personnes qui avaient fui la capitale pour Wad Madani. La scène provoque l'indignation de Lenny Kensley, porte-parole du PAM pour le Soudan. Selon elle, il y avait 2500 tonnes de marchandises, soit assez pour nourrir 1,5 million de personnes pendant un mois. Le PAM tape du poing sur la table à travers cette déclaration de son directeur Afrique de l'Est, Michael Danfour. C'est intolérable et ça doit s'arrêter. Il faut dire que l'organisation onusienne a suspendu ses opérations à cause des combats qui opposent les forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Dogolo, dit Hemeti, à l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan. L'acheminement de l'aide humanitaire s'est fait par bateau au Soudan, mais aussi depuis le Tchad. 11 convois ont pu traverser cette frontière pour atteindre le Darfour. Mais le PAM doit constamment rester sur ses gardes. Selon toujours la porte-parole de l'organisation, les négociations pour faire passer les convois sont d'autant plus dures. Il faut être certain que l'information se diffuse dans la chaîne de commandement. C'est le principal défi en ce moment. Les risques de pillage restent très importants au Soudan selon le PAM. 40 000 tonnes de nourriture ont été volées depuis le début du conflit pour une valeur de 94 millions de dollars. Et le reste de l'actualité internationale en plus bref avec vous, Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. D'abord en République démocratique du Congo, des opposants rejettent d'avance les résultats de la présidentielle qui doivent être publiés cet après-midi selon la commission électorale. Oui, c'est le jour J en République démocratique du Congo. La proclamation officielle des résultats de la présidentielle du 20 décembre dernier est attendue entre 14h et 15h heure locale. Avant même l'officialisation des chiffres, plusieurs candidats dont Moïse Katumbi et Martin Fayoulou ont déjà annoncé qu'ils ne les reconnaîtraient pas. Ils appellent à de nouvelles élections avec une commission électorale indépendante. Ils demandent également au peuple congolais de contester les résultats après leur proclamation. En Afrique du Sud, les inondations ont fait au moins 21 personnes tuées selon les autorités.
À en croire ces autorités, il est possible que le bilan s'alourdisse en raison du nombre important de personnes portées disparues. Ces inondations provoquées par de fortes pluies dans la ville de Leydi Simif dans la province de KwaZulu-Natal ont également détruit environ 1400 maisons. Les recherches sont en cours pour retrouver les corps de victimes dans la région. Le porte-parole de la police sud-africaine annonce la poursuite de l'opération pendant tout le week-end. Au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye qualifie le mariage homosexuel d'une pratique abominable. Il s'exprimait lors d'une conférence publique dans la province de Kanguzu à l'est du Burundi. Je vous dis la vérité, si vous voulez attirer la malédiction sur un pays, il faut laisser les gens du même sexe se marier, déclare le président Evariste Ndayishimiye. Et de poursuivre, je cite, « Personnellement, je pense que si on voit ce genre d'individus au Burundi, on devrait les mettre dans un stade et les lapider avec des pierres. Et ce ne serait pas un péché pour eux. Pour ceux qui le feront. » Fin de citation. Le code pénal burundais réprime les relations homosexuelles passibles d'amende et de peines allant de 3 mois à 2 ans de prison. Au Proche-Orient, le ministère palestinien de la Santé annonce un nouveau bilan de 21 000 morts à Gaza. Précisément 21 822 depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023. 150 personnes ont été tuées et 286 autres blessées au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le ministère de la Santé du Hamas. Au Pakistan, la candidature de l'ancien Premier ministre Imran Khan aux élections législatives a été rejetée. C'est un coup dur pour l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan. Sa candidature et celle de ses partisans aux élections législatives de février ont été rejetées. C'est ce qu'ont annoncé ce dimanche les responsables de son parti, les mouvements du Pakistan pour la justice. Détenu depuis octobre, Imran Khan affirme que l'armée est de connivence avec les dynasties au pouvoir pour écraser son mouvement populiste et l'empêcher de se présenter aux élections en tant que figure de proue de son parti. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ordonne à son armée de se préparer à une possible guerre. Selon l'agence d'État nord-coréenne, Kim Jong-un a lancé de nouvelles menaces de frappe nucléaire contre la Corée du Sud. Il a également ordonné l'accélération des préparatifs militaires en vue d'une guerre qui peut être déclenchée à tout moment sur la péninsule. Le dirigeant nord-coréen a attaqué les États-Unis dans son discours qui met un terme à une réunion de 5 jours du comité central du Parti des travailleurs de Corée, une réunion qui fixe les orientations stratégiques du pays. Merci beaucoup, Bourama Traoré, pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Bonne année à toi également. Et bonne année à vous également. Merci beaucoup, Bourama Traoré. L'actualité des sports dans quelques instants. Les sports, Fomourou Djourté, bienvenue. Très bien, Ibrahima Traoré. La fête se prépare. Bonne heureuse année à toi. Merci beaucoup, à vous pareillement. Alors, du football sur le plan national, le derby Stade malien de Bamako, Djoliba AC a tourné à l'avantage des Blancs de Bamako qui se sont imposés par 1-0. C'était hier. Oui, les deux clubs rivaux, Stade malien de Bamako et Djoliba AC, s'affrontaient ce samedi dans l'après-midi sur la pelouse du stade du 26 mars à l'occasion du match en retard de la 4e journée du championnat national de Ligue 1. Dans un match très attendu, les deux équipes ont produit du beau jeu, offrant un match plaisant au public. Le Stade malien a finalement eu le dessus grâce au coaching gagnant de son entraîneur Segousek alias Bako, qui a fait entrer Bakary Gakou en seconde période. Cette décision a été payante puisque c'est le nouvel entrant qui a réussi à déstabiliser la défense adverse qui a craqué à la 81e minute en concédant un penalty suite à une faute de main. Et Mamadou Traoré alias Kapi s'est chargé de la transformation. 1-0 en faveur du Stade malien de Bamako, c'est le résultat final. Cette victoire permet aux Blancs de Bamako de grimper au classement, passant de la 8e à la 6e place avec 16 points et 4 matchs en retard. Quant aux Rouges de Bamako, ils ont manqué de revenir à 1 point du leader l'Aistral qui compte 23 points après 11 journées. Parlons de ce jeune attaquant malien, jeune attaquant international, Mamadou Doumbia, et qui est très convoité par plusieurs clubs européens en ce moment. Oui, désavigé, vous l'avez dit, par plusieurs clubs européens. Mamadou Doumbia, l'attaquant des cadets maliens, est également courtisé par la Lazio de Rome. Et aux dernières nouvelles, c'est le club italien qui tiendrait le dossier. Selon la presse italienne, le club de la capitale est sur les traces de l'attaquant malien, auteur de 4 buts lors du mondial U17 en Indonésie. Mais dans le dossier, il est concurrencé par la Lazio de Rome, est concurrencé par 2 autres formations de la Serie A. Il s'agit de la Salernitana et de l'Udinese. Actuellement en stage avec les Aigles du Mali en vue de la CAN 2023, Mamadou Doumbia, 17 ans,
pourrait profiter des nombreux forfaits enregistrés par la sélection malienne pour se faire une place parmi les joueurs qui seront convoqués pour la compétition. Eric Bailly est de retour en Espagne. Indésirable du côté de Beşiktaş et écarté par le club, Eric Bailly quitte finalement la Turquie. Ce samedi, le défenseur ivoirien a rejoint officiellement Villarreal, club qu'il a quitté il y a 7 ans pour Manchester United. L'arrivée de Bailly a été officialisée par la formation espagnole sur les réseaux sociaux. En difficulté ces derniers temps, Eric Bailly n'a joué qu'un seul match en un mois et demi. C'est donc logiquement qu'il n'a pas été appelé par Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2023 que son pays organise du 13 janvier au 11 février 2024. À 29 ans, il essaiera de se relancer avec le 13e du championnat espagnol. Le Portugais Cristiano Ronaldo termine meilleur buteur de l'année avec 54 buts, s'il vous plaît. Oui, Cristiano Ronaldo, éternel Cristiano Ronaldo, pour son dernier match en 2023 avec Al Nassr en Arabie Saoudite. Le Portugais a marqué son 54e but de l'année. Son équipe s'est imposée 4-1 contre Al Taoun ce samedi. C'est une performance réalisée en 59 matchs. Pour cette dernière rencontre de l'année, Cristiano Ronaldo a signé son 6e but de la tête, tandis qu'il a inscrit 33 du pied droit et 15 du pied gauche. Alors qu'il demeure un attaquant redoutable avec son club en 2023, 44 buts en 50 matchs. Ronaldo reste également infatigable avec le Portugal, 10 buts en 9 matchs en 2023. Il n'avait plus marqué autant de buts sur une année civile depuis 2016, 55 buts avec le Real Madrid. Le Français Kylian Mbappé et l'Anglais Harry Kane, 52 buts chacun, complètent le podium des meilleurs buteurs de l'année 2023. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives. Merci beaucoup. « 13h et presque 27 minutes sur nos antennes. Avant de refermer cette édition, juste le temps de souhaiter une bonne, heureuse année à la grosse équipe de 13h dimanche, cachée derrière la baie vitrée avec à la mise en onde Bintou Traoré, à la mise en ligne Sekou Traoré, à la Sina Keita, à la réalisation, à la coordination éditoriale, à Bourama Traoré par ma voix, également la grosse équipe de 13h dimanche vous souhaite à vous, chers auditeurs, au Mali et à travers le monde, une très bonne et heureuse année 2024. Rien que du bonheur pour vous, paix et prospérité au Mali et dans le monde. Excellent moment de radio en notre compagnie. Au revoir.